L'ère quantique se rapproche, on le sait, on voit les progrès des ordinateurs quantiques, on voit les progrès aussi sur la correction d'erreurs des qubits, donc tout ça se rapproche. Tous ces progrès qui vont peser sur la cryptographie et la cybersécurité plus largement, de véritables risques. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, comment on adresse ces risques et comment on fait en sorte de se mettre en ordre les autorités, les organisations comme les entreprises pour faire face à cette ère quantique qui s'ouvre bientôt avec nous. Alors, la première chose, peut-être, c'est ce que je mentionnais rapidement en introduction, mais que finalement, tous ces progrès quantiques font peser une menace, vont rendre obsolètes les algorithmes de cryptographie qu'on connaît aujourd'hui. À quoi, Didier, va ressembler concrètement Bruno, peut-être, si vous voulez. On va commencer par Bruno. Quel impact, quel risque ces technologies quantiques vont peser sur la cryptographie actuelle et plus globalement sur la sécurité? Quels sont les risques auxquels on va devoir faire face? Merci pour la question. Donc, si vous regardez aujourd'hui, en fait, si vous faites le tour de la salle aujourd'hui, vous allez vous rendre compte rapidement que la réalité de notre quotidien dans notre secteur est celle de travailler dans probablement le domaine de l'IT, je vais utiliser le terme un peu à l'anglaise, ou encore dans le domaine relié à l'information, la sécurité de l'information, ou ça peut être aussi l'information, la sécurité de nos objets. On appelle ça le OT en anglais, Object Technologies. Et si vous êtes dans ce domaine-là, une des réalités que vous avez dans votre quotidien est celle d'utiliser, sans peut-être le savoir, des algorithmes qui vous permettent de réaliser il y a de la magie qui se passe un peu sans que vous le sachiez, qui permet de connecter deux ordinateurs, un humain avec un ordinateur, sans que vous ayez vraiment à faire une première rencontre physique afin d'établir qui est cette personne-là avant que je puisse te parler en monde sécurisé. Cette magie-là, on remonte dans le temps, et cette magie-là arrive à peu près dans les années 90, quand on découvre l'outil ultime d'utiliser ce qu'on appelle la cryptographie public qui nous permet d'établir, sans jamais avoir rencontré personne, une relation de confiance. Si vous voulez appeler ça le digital trust. Donc, à partir des années 90, on est capable, sans jamais avoir rencontré un serveur, de connecter à ce serveur-là, d'établir une relation de confiance, de mettre notre password, de changer notre compte de banque, d'envoyer de l'information, d'envoyer de l'argent. Et tout ça se fait grâce à la magie cryptographique qui est basée sur les principes mathématiques qu'on appelle la clé publique. Donc, c'est la base. Et là, si vous faites vos recherches, vous remontez dans le temps, vous allez dire, oui, mais la cryptographie, ça existe depuis longtemps. C'est vrai. On a de la cryptographie facilement avant la Première Guerre mondiale, ça remonte au temps des Romains. On était capable d'échanger de l'information. Mais si vous regardez comment ça se faisait, il fallait premièrement établir une clé. Il fallait premièrement avoir une relation de confiance. Il fallait établir une relation entre des humains ou des gens à qui on faisait confiance. Dans les années 90, il y a la possibilité d'établir une relation de confiance sans ne pas avoir à créer la relation humaine. Et cette magie-là qui apparaît dans ces années-là fait en sorte qu'il y a un développement soudain. Vous avez peut-être vécu le dot-com, vous avez peut-être vécu le cloud, vous êtes peut-être en train de vivre d'autres accélérations qui, aujourd'hui, si vous regardez la valeur des compagnies, les plus grandes compagnies de la planète, bien, la valeur de ces compagnies-là est grandement basée sur le fait qu'ils ont, derrière eux, ils utilisent la magie cryptographique qu'on utilise aujourd'hui. Pourquoi je fais cette grande allocution? C'est que l'ordinateur quantique a cette particularité d'être hyper capable de briser toute cette fameuse magie qu'on a établie depuis les années 90. En un rien de temps, l'ordinateur quantique peut défaire ce qui s'est bâti depuis 30 ans.
Le tiers de l'économie mondiale qui existe aujourd'hui dépend de la fameuse magie qu'on a inventée dans les années 90. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de la problématique de l'ère quantique. C'est que ces fameux ordinateurs-là ont une puissance de calcul qui font en sorte que les fameux objets, les fameuses mathématiques qu'on a développées dans les années 70, qu'on a mis en valeur dans les années 90 avec SSL, avec PKI, avec les X509 certificates, si ça vous dit quelque chose, bien, tout ça est à risque. Là, c'est de ça dont il est question. On ne parle pas ici de petits menus problématiques, on parle d'une problématique qui est mondiale, qui représente le tiers de l'économie mondiale, tous nos secteurs ici, là, tous nos jobs à nous autres, là. Bien, si vous pensez que vous avez une job demain matin après que l'ordinateur quantique est arrivé, si on n'est pas sécure, on disparaît à peu près toute la gang en même temps. Parce que l'idée de l'économie digitale est basée dans son entièreté sur cette fameuse idée de confiance qu'on peut établir dans le domaine digital. Donc, c'est là c'est dans cet esprit-là qu'il faut regarder quel est l'impact potentiel de l'ordinateur quantique. Je ne veux pas faire paniquer personne, mais il ne faut pas trop dormir longtemps sur la switch, comme on dirait. Il va falloir se dépêcher. On a du travail à faire. C'est un travail qui est faisable, mais il est très difficile. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que vous devez considérer ce qui se passe devant nous. Puis quand on parle devant nous, on parle maintenant. La Maison-Blanche, aux États-Unis, cette année, ont réuni deux groupes d'experts, des groupes d'experts 2 fois dans l'année. On ne parle pas du gouvernement américain, je parle de la Maison-Blanche. Donc, ça vient du top, de la haute sphère. Puis eux autres sont vraiment, vraiment concernés par cette idée-là de se dépêcher. Il faut changer nos systèmes. Il faut s'adapter à la fameuse ère quantique. Donc, c'est un peu dans ce décor-là qu'aujourd'hui, vous devez être conscient de l'impact potentiel. C'est de cet aspect-là dont il est question. Donc, une menace qui nous concerne tous et qui arrive bientôt pour les entreprises, mais aussi pour les organisations et les États. Melanie, what is the Canadian Centre for Cybersecurity that you represent today? What is your assessment on the quantum threat? And what is it important, as Bruno just said, to start preparing now? Great question. So I come from the Canadian Centre for Cybersecurity, which is a federal government organization, and we're part of the Communications Security Establishment. And so we are experts in crypto. I'm going to be super clear. I am not an expert in crypto, but my team is. So we've been code making and code breaking since the inception of the beginning of Communications Security Establishment. And so we've been doing a lot of work with respect to the post-quantum transition and getting ready to actually move forward once the standards are in place. So we assess from all of the information that we have access to, noting that we do work closely with our allies in this space, that a cryptographically relevant quantum computer, so one that's big enough to break all the public key cryptography that we use today that forms the foundation of cybersecurity, we expect that to exist as early as the 2030s. And now many people always ask, how do you come up with that timeline? And certainly it is a bit of a moving target. And I know for any of you who may have attended the last session with Imran and Bruno, there are many experts worldwide who have opinions on when this big enough quantum computer is going to exist. You hear it referred to as Y2Q or Q-Day. And certainly from our perspective in the government in Canada, working closely again with our allies, we are following the developments of that cryptographically relevant quantum computer. Canada has an amazing quantum ecosystem and are doing fantastic things. There are specific engineering hurdles that have to be met with quantum computers to actually reach the big enough kind of computer that will break the crypto that we have today. But it's really important that you plan now. 2030, if you do the math, is really only 5 years away. When you talk about cryptographic transitions that are complex and very difficult to implement, that's not very far. And so our guidance is really for everyone from a Canadian perspective, and you can find many of our publications have a lot more details about this, and I'm happy to chat after with anybody who has questions. We really want people to look at the data that they have in their systems and networks.
As business owners, you know the data that you have. You need to be able to understand how long does that data need to be protected. Maybe you have health information that needs to be protected for 5 to 10 years. You need to be starting to plan now for what that quantum safe transition looks like, noting that it could be a combination of hardware and software, and I want to get into the specifics there, but many of the major tech companies right now have cryptographers and engineers on site and are deploying products. And again, there will be software upgrades that will actually take care of things from a software perspective, but there's also hardware aspects as well. So all of that to say, you need to really know your data, and you need to start planning now. Standards for algorithms are out. The protocols are in process, and we expect this to take many years to ensure that that transition is done appropriately. Yeah, thanks. And we'll go deeper into the transitions and what it requires. But as you said, solutions exist, or people are working on it. And the good news is we have 2 of them on this panel today. So maybe I'll start with you, Didier, then. Vous travaillez chez VeriCloud, justement, sur une solution qui repose sur un système de stockage distribué, sécurisé dans le cloud. Sur quelle brique technologique repose ce dispositif et comment il permettra donc de sécuriser les données à l'ère du quantique? Très bonne question, merci pour la question. Effectivement, nous travaillons aujourd'hui sur, et pas juste travaillons, nous commercialisons, donc la solution est déjà disponible d'un point de vue commercial, sur une application qui permet le stockage distribué des données dans le monde nuagique. Et la particularité de cette solution, c'est qu'elle est aussi, je vais utiliser un terme anglais, elle est quantum safe. Qu'est-ce qui se cache derrière cette solution? En fait, ça se base sur le protocole que vous avez peut-être déjà entendu, qui est un petit peu technique, mais on parle du protocole Shamir Secret Sharing. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à prendre une donnée originale, un fichier, et à le fragmenter en différentes parties, en appliquant un certain algorithme mathématique très simple. Ces parties sont ensuite divisées et envoyées sur différents serveurs au niveau du nuage et du cloud. Le protocole définit en fait un seuil minimum de parties qui doivent être non corrompues, sur lesquelles on peut reconstituer le fichier ou la donnée originale. Donc, vous allez me dire en quoi c'est quantum safe? Eh bien, c'est parce que l'algorithme ne se base pas uniquement sur, comme disait Bruno, sur des algorithmes mathématiques complexes qui fait en sorte que si on a une puissance de calcul suffisamment élevée, on va pouvoir les briser. C'est le cas de l'ordinateur quantique. Il se base sur la partition de la donnée originale qu'on veut protéger et de la fragmenter sur les serveurs. Donc, par exemple, si on prend, on est 5 ici, on prend une donnée, par exemple une phrase ou un mot de passe qu'on veut protéger, eh bien, on va la partitionner en 5 parties. Chacun va recevoir une partie sur laquelle on aura appliqué un minimum d'algorithmes mathématiques relativement simples. Et on peut définir un seuil de sécurité qui est d'ailleurs configurable. Plus le seuil est élevé, plus la sécurité sera élevée. Plus le seuil sera bas, plus la sécurité sera moins élevée. Donc, par exemple, on pourrait définir, on va définir un seuil de 3, ce qui veut dire 3 parties sont nécessaires pour reconstituer le fichier original. Donc, l'avantage de cette solution, c'est que si quelqu'un veut attaquer la donnée, eh bien, il va attaquer peut-être 1 ou 2 serveurs. Il n'aura pas suffisamment de parties pour reconstituer la donnée originale. L'autre avantage, c'est que s'il y a des parties qui sont corrompues, eh bien, le propriétaire de la donnée originale sera capable de reconstituer sa donnée uniquement avec les 3 parties restantes, qui est le minimum que l'on a défini dans notre algorithme. Encore une fois, ça montre qu'aujourd'hui, on se prépare déjà, puisque cette solution qui évolue dans le domaine classique, donc qui est intégrable dans vos systèmes aujourd'hui, est déjà quantum safe. Donc, alors, il y a une autre approche vers le quantum safe qui est celle que vous développez, Bruno, chez Crypto4A. Alors, et qui consiste finalement à intégrer des algorithmes post-quantiques ou résistants au quantique dans des HSM que vous commercialisez déjà. En quoi cette approche est différente et comment elle permet aussi de sécuriser les données à l'ère quantique? Donc, dans le quotidien, dans l'évolution de notre
utilisation de l'outil cryptographique des clés publiques, on a créé beaucoup de différentes façons d'utiliser ce concept mathématique au fil du temps. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes en mesure d'avoir un passeport qui a des informations digitales, ça permet à votre passeport d'être lu dans un pays où vous entrez et ils vont vérifier la signature digitale comme étant celle appliquée par le Canada, par exemple. C'est une façon. On a utilisé des signatures digitales pour pouvoir identifier des documents légaux. Supposons que vous achetez une maison, vous voulez que le contrat soit signé et digitalement certifiable dans le temps. Donc, il y a beaucoup d'utilisation de la signature digitale, qui est l'outil cryptographique dont on parle, qui sont faites pour des durées de vie à différents types d'utilisation. Ça peut être aussi l'utilisation de changer le logiciel à l'intérieur de votre voiture. Si vous avez une voiture Tesla et que la voiture, pendant la nuit, fait un firmware update, bon, mais la fameuse version du nouveau logiciel a été signée par Tesla. Votre voiture valide que c'est vraiment Tesla qui s'envoie une nouvelle version. Il y a beaucoup d'utilisations comme ça de l'utilisation de la cryptographie qui sont ultimement difficiles à enlever de notre société de demain. S'il y a un ordinateur quantique qui brise ces utilisations-là, on peut difficilement remplacer ces concepts-là sans remplacer la cryptographie. Donc, une des raisons d'essayer de modifier les problèmes mathématiques qui sont à la base de notre utilisation de la cryptographie publique et privée, on essaie de trouver des façons mathématiques qui vont être très difficiles, sinon impossibles, pour l'ordinateur quantique de demain de briser. Donc, pour pouvoir continuer de garder ces cas d'utilisation, ces use cases-là dans notre société, dans le firmware update, que ce soit votre pacemaker, que ce soit un satellite, que ce soit une voiture, que ce soit votre certificat d'autorisation sur votre passeport, tous ces cas d'utilisation-là utilisent aujourd'hui des boîtes qui s'appellent des HSM, des Hardware Security Modules. À l'intérieur de cette boîte-là, vous mettez votre clé privée la plus précieuse, vous la mettez dans cette boîte-là et vous ne la laissez pas sortir. Parce que si je suis capable de voler votre clé privée, je suis capable de m'identifier comme étant vous. Donc, c'est vraiment important de les conserver dans une boîte. Mais demain, quand on va arriver à l'ère quantique, il faut encore avoir une boîte qui me permet de garder mes clés précieuses, mais la mathématique derrière la clé est maintenant une mathématique difficile pour l'ordinateur quantique à briser. Donc, le HSM fait partie de l'écosystème, va continuer d'en faire partie parce qu'on a beaucoup de cas d'utilisation de ce boîtier-là dans notre courant, dans notre quotidien, qu'on va devoir adapter au futur. Donc, c'est toujours important de conserver en tête que vous allez avoir des HSM. Si vous en avez aujourd'hui, chances sont que vous en avez besoin demain. Ce que vous devez faire, c'est de vous positionner, de questionner, si j'ai un boîtier qui est un HSM aujourd'hui, est-ce que cette boîte-là, quand elle a été conçue, utilisait de la cryptographie post-quantique pour faire le firmware update de mon HSM? Les chances, c'est que non, parce que ça a été fait dans les années 90. Donc, le prochain HSM que vous voulez, vous devez considérer, est-ce que comme boîtier, cette boîte-là est elle-même l'utilisateur de cryptographie post-quantique? Donc, le HSM est un élément de l'infrastructure qui existe aujourd'hui, qui va continuer d'exister, mais se doit de transitionner lui-même dans l'ère post-quantique, doit être reconsidéré, refait, repensé pour être lui-même post-quantique. Puis ces objets-là, ces items-là, ce n'est pas des items faciles à remplacer. Il faut vraiment y penser à l'avance, mais ils existent. Je peux vous dire tout de suite, si vous en voulez, venez me voir. Je vais vous en vendre demain matin, ou en fait tantôt. Donc, la réalité, c'est que ça existe. C'est possible d'en trouver, mais il faut faire le travail d'essayer de les trouver. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis tout de suite, mais ça va devenir de plus en plus important. Puis c'est important, comme acheteur de potentielles boîtes HSM, de poser les questions à vos vendeurs. Parce que c'est important que l'écosystème qui continue d'évoluer évolue avec plus d'un vendeur dans cet écosystème-là. Donc, il existe des façons de le faire. Je peux vous dire que vous ne pourrez pas vous en sortir. Il va continuer d'exister cet objet-là, mais vous devez le considérer comme étant un des piliers de fondation de votre écosystème post-quantique de demain.
Alors parfait, justement, l'écosystème post-quantique de demain, on va en parler tout de suite. Merci Gilbert de nous avoir rejoints. On a parlé donc de différentes solutions résistantes au quantique, quantum safe. Où en est-on aujourd'hui de ces solutions? On a vu que des solutions existaient au Canada. En Europe aussi, les projets se multiplient avec un consortium en France qui vient d'être créé notamment. Où en est-on et est-ce que finalement on sera prêt à temps? Alors, c'est une vraie question. Moi, j'observe scientifiquement les technologies quantiques depuis 2016. On est en 2024, donc ça fait juste 8 ans que je regarde ça avec un œil assez circonspect. 2016, il faut comprendre ce qui se passe quand, dans les laboratoires de la planète entière, on travaille sur deux phénomènes de physique quantique, l'intrication et la superposition, qui sont les deux fondamentaux, où tous les laboratoires travaillent au micron près, avec des microscopes de folie, pour observer ces mécanismes de physique quantique. En même temps, en 2016, au lieu d'être sur des microns ou des millimètres, avec des super microscopes, la Chine s'amuse à faire MICIUS, M-I-C-I-U-S. 7000 km entre Pékin et Vienne en Autriche. Communication satellitaire quantique QKD, Quantum Key Distribution, 2016. Alors, si c'est venu au grand public mondial, c'est qu'ils étaient prêts un peu avant. D'accord. Du coup, en 2016, en même temps, il y a eu ce que le NIST, National Institute of Standards and Technologies, le NIST américain, a fait un appel d'offres mondial pour que tous les labos de la planète se disent mais comment on va faire pour être sécurisé le jour où il y a un ordinateur quantique universel. Alors c'est l'universalité, on est dans la poésie là. Hein. Mais derrière la poésie de l'universalité, il y a la réalité concrète d'applications très précises, très pointues sur ces boîtiers dont parle notre ami Bruno. Et là, il faut regarder la réalité. Et le Canada est largement en avance de phase sur tous les pays de la planète, sauf peut-être la Chine, sauf peut-être la Corée du Sud, sauf peut-être quelques pays qui ont des velléités de faire du hacking pour des problèmes idéologiques, pour des problèmes financiers. Ils font du hacking. Et ils utilisent des mécanismes qui nous obligent à se dire, mais s'ils sont capables de faire du hacking, du ransomware, du Trojan et tout ce qui va avec, elle est où la souveraineté? Du coup, pour faire très court, une histoire qui peut être très longue, 2024, le NIST publie la standardisation de 3 algorithmes. D'accord. Crystal Kyber étant le plus important de toutes, de ces 3 signatures, post-quantique. Il y en a d'autres. Toujours dans le cristal, mais août 2024, donc c'est il y a 3 mois. Et là, il y a une prolifération de messages d'urgence, d'alerte, je pèse mes mots, hein, du NIST, National Institute of Standards and Technologies, qui est l'agence américaine de standardisation et de sécurisation, pour dire, oh, vous les agences, et vous les corporates, ne pensez pas que vous allez pouvoir vous protéger, il faut que vous rentriez d'urgence maintenant dans une solution alternative. Commencer à préparer la migration, qui va prendre 10 ans. Et quand on parle de solutions en Europe, oui, il y a RESC, qui est presque en avance. J'ai rajouté le P à RESC. Parce que, en réalité, nos amis hollandais, eux, travaillent sur ces sujets-là depuis 2023, début 2023, et ils ont déjà scénarisé des personnages avec des cas d'usage très précis de comment on peut se protéger, comment on peut mettre en place du quantum safe. Donc il y a une approche culturelle à la cybersécurité, il y a une approche business à la cybersécurité, il y a une approche gouvernementale, et il y a de la réglementation, il y a de la norme, il y a des approches normatives. Alors on peut nous faire croire qu'il y en a besoin, oui, parce qu'on veut tous culturellement faire les choses différemment. La protection des données personnelles, c'est un tabou en France. C'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui pousse à ce qu'il y ait cette protection des données personnelles, que l'Europe a embarqué dans la RGPD. Moi, il y a 10 ans, les Américains ils me traitaient de fou quand je parlais de RGPD. Les données personnelles, c'est fait pour faire de l'argent. Alors je disais, ben non, les données machines, vous faites ce que vous voulez. Les données personnelles, non, c'est au-dessus de tout. Vous protégez mes données personnelles. Donc, où est-ce qu'on en est? On est dans un mécanisme scientifique de l'informatique quantique universelle. Et là, l'universalité, ça fait marcher sur l'eau. Il y en a un qui a essayé il y a quelques siècles. Et puis, il y a des cas d'application très précis, comme ce QKD, qui est une voie parallèle
au NIST Compliance, Quantum Safe, cryptologie post-quantique ou Quantum Post-Crypto. Mais il y a des réalités applicatives, et je suis très heureux que Bruno ait des solutions qui touchent au post-quantique, parce que nous avons en Suisse, pas très loin de chez nous en France, en Suisse, il y a une boîte qui s'appelle IDQ, qui est détenue à 95% par la Corée du Sud. Alors il se trouve que la Corée du Sud, elle a un voisin au nord qui pollue un peu l'air. Donc il se protège. Tous les produits commerciaux que je vois, je suis jury au CES Innovation Awards, tous les produits que je vois qui viennent de Corée du Sud sont Quantum Safe, NIST Compliant depuis 2022. En France, on sait à peine ce que ça veut dire dans les plus hautes sphères de la science. Voilà. Donc, il y a des approches culturelles, il y a des approches où RESC est un consortium avec les plus grands acteurs français comme Thales, comme plein d'autres. Culturellement, on a un bout de terrain qui nous appartient, on a des lois qui s'appliquent. Tant qu'on reste chez soi, on est plus ou moins safe. Dès qu'on sort des frontières, dès qu'on prend l'avion, dès qu'on prend une connexion Internet, Wi-Fi ou pas Wi-Fi, cloud ou pas cloud, on s'expose à des risques de compromission de données. Voilà. Bon, en tout cas, les choses commencent à bouger, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça commence à bouger un peu partout. Elles bougent. Et encore une fois, le Canada est un fer de lance. Il y a des acteurs au Canada, il y a des acteurs. Là, je viens de Sherbrooke. C'est fabuleux. Je suis à Montréal, il y a Ivado, il y a Polytechnique Montréal, il y a HEC Montréal. Ils sont tous dans cette logique de quantum AI, parce que l'intelligence artificielle va déployer encore plus d'armes d'attaque et d'armes de défense. Et c'est un équilibre entre les deux. On va en rediscuter évidemment. So Canada is well in advance, we just said. It comes then as no surprise that your team was among the team of people who contributed to certifying the NIST algorithms. Can you explain a little bit how this process took place and why it took so long? And why this makes these algorithms reliable and solid? Absolutely. Merci beaucoup. Alors, les normes internationaux sont vraiment importantes pour la cryptographie. So my team was part of kind of evaluators worldwide of the NIST algorithms that were just released. August 13th was a big day for crypto internationally, and everybody, again, has been working very hard across the community. So one of the questions I often get asked is around how do new standards come into place? And so I wanted to share a little bit about that process. And so it actually starts with people actually working in cryptography and physics and quantum computing, coming together as an international community and submitting designs for new algorithms and proposals based on the underlying mathematical concepts. And so that actually started way back in, I think it was 2016. The community said, we know these quantum computers are evolving and rapidly, so we need to make sure that we have cryptography, again, that is resistant to those quantum computers when they're big enough to actually break crypto. And so it goes from the research and design phase into an evaluation phase. And what that evaluation phase is really internationally, experts worldwide try to break the actual algorithms and the implementations from a mathematics standpoint, from an engineering standpoint, and they really start to look at how do protocols actually start communicating using these new algorithms, what are the system implications, and all of those types of things. And so as part of the NIST process, also known as it was a competition at first, and then it turned into a process, the 3 standards that were released were evaluated, then they were actually standardized. So the draft standards were released, I want to say over a year ago, and the act, was it 2 years? Yeah. I'm mixing up my time frames, post-COVID, everything is mixed together. So the 3 standards that were put out, basically the parameters were set, and my team actually provided public comments for the very first time as a Canadian Centre for Cybersecurity on these algorithms. We have full confidence in these algorithms as being secure from the cryptographically relevant quantum computer. So noting that process, it is something that, again, we have expertise in. We've actually put out some publications on the specifics of those algorithms, what they're intended to replace,
And again, we're really anticipating this, the algorithm standards are out, the protocols are in process being standardized. A lot of this was done kind of in parallel because of the urgency of making sure that this standardized cryptography is ready. And so that we expect in 2025, the protocols for these new algorithms and implementation will be standardized, in which case, again, some vendors are already moving forward with the draft standards. We always encourage folks to start using them in a sandbox environment, get to know them, understand how they work. But from a government perspective, we recommend that people only start actually moving to using those the new post-quantum algorithms and protocols once the standards are in place. Part of the reason for that, cryptographic transitions are complex and they're hard to implement. If you go too early, you may have to reinvest later on if the parameters change with respect to the standards. And why is it important to use standardized cryptography? Because if you implement the standardized cryptography properly, you're going to save yourself from vulnerabilities with respect to implementation down the road. So we all know how much incident management and how many cyber threats are happening every single day to many companies. That is going to be way worse once this cryptographically relevant quantum computer gets here if you haven't actually upgraded and transitioned to that standardized cryptography. So it's a really interesting place to be, and the Canadian Centre for Cybersecurity has really been there as cryptographic experts from the get-go, working with our colleagues at the National Institute of Standards and Technology. As I said, it's a really exciting time for crypto. And also, these 3 new algorithms that have been released will allow for more crypto agility in the future, much more than we have today, actually. So that's a very good point. So crypto agility, so the new algorithms themselves are not necessarily going to give more cryptographic agility, but we have an opportunity with the changing of these algorithms to ensure that you've baked in cryptographic agility such that in the future, we all know technology is changing rapidly, and we need to be able to actually potentially transition again in the future to other algorithms. As was mentioned in the previous panel, there are new algorithms being considered as next for standardization. And so this is an opportunity for system owners, business owners, to actually put into place configuration files and to not hard code specific algorithms into your system, software, hardware, such that when new algorithms come out, and if you do need to make that transition, thinking back again to the SHA-1, SHA-2 transition, a lot of that information was hard coded into applications, and it creates a challenge when you're trying to modernize your systems. So we always recommend that people think about cryptographic agility as a concept. And again, we have a publication on our website, cyber.gc.ca, that talks about what is cryptographic agility and why is it important. And it actually lays out a diagram in terms of the actual communication path that could be taken within a system. And so really, this is an opportunity for business owners to get this right and to plan such that if we need to transition again in the future, that you're ready to do so in a way that's not disruptive to your business, your systems, and your technologies. Merci. Didier, ce qu'on appelle donc la crypto-agilité, est-ce que c'est aussi un critère que vous prenez en compte? Oui, alors peut-être que juste redonner une définition de la crypto-agilité, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on a parlé beaucoup de crypto-agilité. Bruno en a parlé, Mélanie en a parlé. C'est peut-être un terme que les gens se demandent, ben, OK, c'est quoi crypto-agilité? Par crypto-agilité, on dit c'est le fait qu'il y a une évolution. La problématique, c'est qu'il y a une évolution constante de la technologie. La technologie est de plus en plus puissante et va permettre justement de casser ou d'attaquer nos protocoles de sécurité actuels. Donc, il faut être agile pour répondre rapidement à cette situation d'évolution technologique, comme on en discute avec l'apparition d'ordinateurs quantiques dans 5 à 10 ans. Donc, ce que nous, on fait chez VeriCloud, c'est qu'on développe des solutions qui sont quantum safe aujourd'hui, mais dans une architecture modulaire qui permet d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Donc, par exemple, avec la solution que je vous ai présentée initialement, la solution de stockage de données distribuées qui est Quantum Safe, ce que l'on a déjà mis en place, c'est par simple configuration, on peut bonifier notre solution
pour associer à tous les fragments de données, de la donnée originale, et même la donnée originale, on peut bonifier ça avec des clés symétriques quantiques. Donc, nous sommes déjà visionnaires dans le sens où nous avons la capacité, par simple configuration, de nous interfacer avec une technologie que Gilbert mentionnait, la technologie QKD, Quantum Key Distribution. Donc, des compagnies comme Gilbert le mentionnait, comme ID Quantique, produisent ces devices de Quantum Key Distribution. Donc, nous, on peut très rapidement, et aujourd'hui même, s'il y a déjà des réseaux de courte distance qui sont disponibles, bonifier notre solution en apportant des clés de sécurité quantique par simple configuration. Et on est totalement device agnostique dans le sens où on satisfait la norme de l'ETSI 14. Donc, c'est juste pour montrer que oui, on est visionnaire et on inclut ça dans notre architecture. Bruno? Même question, est-ce que la crypto-agilité, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Et si oui, comment vous mettez ça en place? Tout à fait. Le futur devant nous dans le domaine de la cryptographie va être l'antithèse des 30 dernières années, si je peux ainsi l'expliquer. Il y a 30 ans, dans les 30 dernières années, on a eu la chance et la malchance en même temps d'avoir à notre disposition un outil cryptographique phénoménal qui s'appelle RSA, qui nous a permis de faire à peu près tout. C'est l'outil à tout faire qu'on a utilisé dans à peu près toutes les sauces pour régler les problèmes de cryptographie auxquels on faisait face. La réalité du futur, c'est tout autre que le passé. Donc, il faut penser différemment. Il faut se rappeler, si vous étiez dans l'époque de l'ère de l'Internet dans le domaine .com, qu'à l'époque, la cryptographie était perçue par certains gouvernements sur la planète comme étant une arme dont il fallait légiférer l'exportation. Et c'était interdit d'envoyer des systèmes qui étaient agiles. Il fallait absolument garantir qu'il existait seulement qu'une façon de faire la crypto qui était prescrite par un certain nombre de bits. Donc, l'ère de la cryptographie qu'on connaît aujourd'hui a évolué sur des principes qui étaient anti-agiles, j'appellerais, et qui nous ont été légués on a bâti au fil du temps un paquet de façons de s'outiller en cryptographie. Mais le futur qu'on a devant nous est 100% différent. Déjà, on a plusieurs un nouveau kit d'outils. On entend maintenant, vous en avez entendu parler tout à l'heure, qu'il existe 3 nouveaux standards qui ont été standardisé le 13 août 2024. Il existait en décembre 2020 2 autres algorithmes cryptographiques qui sont basés sur des principes qui existent depuis les années 70. On a donc, dans notre coffre d'outils cryptographiques actuel, 5 types de cryptographie. On a les outils qui sont comme des outils très sécurisés comme les concepts de Shamir Scheme qui nous permettent de faire de régler des problèmes d'usage vraiment sécuritaires. Puis présentement, NIST, la semaine passée, a annoncé qu'ils sont en train de distiller une nouvelle mouture d'algorithmes. Il y en a 14 présentement qui sont sur l'étude. Ils sont à l'étude de 14 algorithmes qui vont être étudiés pendant probablement une autre année ou 2. Ensuite, ils vont amenuiser ce groupe-là à quelques algorithmes, puis éventuellement nous donner une autre variété d'outils cryptographiques. Donc, dans quelques années, on va avoir à notre disposition 15, 20 peut-être algorithmes si on garde des algorithmes classiques et ainsi de suite. Donc, c'est définitif qu'il va falloir être très agile dans notre façon d'utiliser ces choses-là. C'est aussi important de penser aujourd'hui à reconsidérer, repenser nos systèmes cryptographiques pour les rendre agiles le plus tôt possible. Donc, ce n'est pas seulement que la cryptographie, mais c'est les API, c'est de pouvoir remplacer, je vous conseille, si vous voulez un principe intéressant, une organisation qui s'appelle le FSISAC, c'est... I'm not even sure I can do the acronym.
FSISAC. Ils ont publié il y a quelques semaines un white paper, un document qui décrit, selon eux, qu'est-ce que c'est que la crypto agility. Vraiment intéressant. Puis c'est vraiment une définition qui est globale. C'est une définition qui appartient à l'entreprise. C'est les façons de penser, les API, les outils, les PKI, de pouvoir considérer qu'un jour, vous avez acheté des certificats, puis je ne veux pas faire de ma mauvaise langue, mais par exemple, vous avez mis des certificats qui viennent d'Entrust, puis Entrust est maintenant n'est plus valide. Vous devez switcher, changer à un autre pourvoyeur de certificats. Ça, c'est de l'agilité. Vous allez avoir besoin de changer beaucoup plus dans le futur que vous ne l'avez jamais fait avant. Donc, tous vos systèmes, tous vos concepts, c'est l'agilité doit être là à la base. Même les HSM que vous allez acheter se doivent d'être agiles. Ils doivent vous donner différents types de services selon vos besoins pour satisfaire les différents cas d'utilisation que vous allez avoir à déployer. Donc, c'est partout. Considérez qu'à partir d'aujourd'hui, si vous ne pensez pas en mode crypto agile, vous allez être dans le trouble. Merci pour ces conseils, Bruno. So we mentioned the transition quite a few times now. And we know that the approaches to transition to post-quantum cryptography differ among countries. For instance, in France, the ANSSI, the National Cybersecurity Agency, recommends a hybrid transition, which is not the approach that you have in Canada. What is your vision of this transition, and what benefits do you expect from this? Thank you very much. So, from a Canadian government perspective, so when we talk about hybrid implementations, we're really talking about classic cryptography that we use today in combination with post-quantum cryptography. And so from a Canadian Centre for Cybersecurity perspective, our view is that it's really up to the businesses to understand the risks involved and to make that decision based on your needs. Certainly, we're available to chat with any organizations that may want to understand the specific details of that. But because hybrid cryptography is still being standardized from a protocol perspective, it's not something that we basically recommend to implement just yet. I talked previously about the importance of using standardized cryptography, and there's a reason for that. And so that's why, from a Canadian perspective, our view is to really, it's going to be a case-by-case basis, and it really depends on your organization. But it's not yet standardized in protocols. There's folks in IETF, for example, that my team actually sits on and contributes to those international standards. But it really comes down to a risk-based decision, and from a Canadian government standpoint, we're asking people to focus on post-quantum cryptography implementation as a primary objective, because again, from the evaluation perspective, we have full confidence in their security for the long term. Noting again, we are still working with NIST on kind of the next round of algorithms that are being standardized. But from our perspective, we really want folks to focus again on PQC implementation. As soon as those protocol standards are out. So really right now is planning. And again, with hybrid, there's complexities. It is a little bit maybe even more complex to implement two solutions in combination. And so again, it's really up to the businesses to make those specific decisions. Merci. Yes, it's a very important point we just touched upon, and thank you so much for that. See, the approach here is a business-driven mindset. And it is not a scientific or academic mindset driven, furthermore, in the next 4 or 5 years being business. See, it's the opposite. And that's very important to understand. On the business side, the scope to cover is much narrow. On the scientific side, it's much wider. But another point of interest about this migration, it is not anymore one technology to be applied. It's a combination of blockchain, tokenization, crypto assets, and not just crypto technologies or crypto algorithm. I'll give you an example. Last year, I was blown up by what the Central Bank of Canada did as a survey and implementation of using crypto assets managed by commercial banks throughout Canada
within which they put a layer of tokenization, which means they take a financial asset that they push into the blockchain. Furthermore, they use quantum AI to analyze the behaviors of these portfolios of crypto assets. So you see, it's a convergence of several technologies applying at the same time, and not just one specific technology. That's very important, and we will see more and more in these agile behaviors, the need to converge in different technologies to apply at the same time, such as the central bank. And that's one of the best banks in the world to do it, ahead of the pack, again. Well, thanks for the clarification. That's really interesting. And une autre facette de cette transition qu'on a évoquée, c'est le process qu'il faut. On change pas comme ça en un claquement de doigts. Quel est le process recommandé ou en tout cas suivi aujourd'hui? Comment les entreprises peuvent se préparer à mettre en place cette cryptographie post-quantique, Bruno? Plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire ont été énoncées par beaucoup de compagnies, de gouvernements qui ont été mis en place et ça se ressemble beaucoup. Première chose, avant de pouvoir transitionner, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez, donc faire un inventaire. Deuxième aspect à cet inventaire-là, c'est de déterminer de ce que vous avez trouvé, quels sont les items les plus critiques. Donc, qu'est-ce qui vaut le plus pour vous dans vos systèmes informatiques? Si c'est l'ouverture de la porte de garage versus le design de votre prochain PKI, assez facile. Ensuite, vous devez commencer à expérimenter. Et là c'est là où je crois qu'il est important que vous fassiez dans votre recherche, si dans votre inventaire, il s'adonne que vous avez des objets, des HSM, des smart cards, des items qui sont des ventes que vous ne pouvez pas faire un clic sur un website et downloader la version post-quantique du logiciel. C'est pas facile comme ça. C'est quelque chose que vous devez acheter, vérifier si ça fonctionne, vérifier si ça s'intègre à votre environnement et qu'avant de faire l'achat, vous êtes capable de déterminer si oui ou non le fameux objet que je vais acheter est lui-même post-quantique. Est-ce qu'il va avoir la caractéristique crypto-agile et ainsi de suite. Donc, si vous avez dans votre inventaire, lors de votre première reconnaissance, des items de ce type-là, c'est probablement là que vous devez commencer parce que je peux vous dire que de changer du hardware est beaucoup plus long, beaucoup plus ardu, beaucoup plus difficile que de downloader un software. Puis si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps dans notre passé, quand arrive une panique mondiale, qui pourrait être une panique mondiale, si on s'entend que l'ordinateur quantique, tout le monde essaie de prédire, mais si jamais un jour on se réveille puis que c'est très proche, puis que là, vous paniquez, vous voulez acheter tout de suite votre hardware, mais souvenez-vous combien ça a pris de temps pour acheter des masques quand est venu le temps de COVID. Mettez-vous en ligne puis attendez. Puis les prix vont probablement monter parce que c'est ça, le matériel. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas du logiciel. Donc, si vous avez dans votre écosystème des items qui sont du matériel et qui sont importants et qui doivent demeurer importants, je vous donne comme conseil, commencez par regarder ça. Mettez en place une petite équipe de votre groupe. Allez leur demander, faites-moi un inventaire de ces boîtes-là, puis posons les questions à nos vendeurs. Quand est-ce que vous allez être prêts, vous autres? C'est quoi votre roadmap? Êtes-vous proche? On a besoin de ces items-là. Fait que commencez à les poser les questions. C'est très, très, très important parce que tant et aussi longtemps que vous ne les posez pas, personne ne va vraiment vouloir bouger. C'est pas le fun de faire ce genre de travail-là. Donc, je vous conseille fortement, si vous avez à faire ce genre de travail-là dans votre environnement, faites particulièrement attention à tous les affaires, toutes les bébelles matérielles dont vous utilisez au quotidien. Surtout, quand ça vient au moment des HSM, je vous dirais que c'est probablement là où vous avez mis les objets cryptographiques les plus critiques de votre environnement. Donc, ce serait mon conseil vis-à-vis de vous. De commencer avec ces items-là, ça va être difficile, puis je vous le mets tout de suite. Je vous conseille fortement de partir avec cette première étape-là. Merci. Melanie, I was
You seem to approve this. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est important maintenant de planifier. The time is now. I sometimes describe AI is here. Yes, it's in everybody's faces, and we're all trying to figure it out. I'll just say worldwide. But quantum is the iceberg under that's about to hit. And so we do need to be prepared. We need to understand where the crypto lies in our systems, and we need to actually make sure that our business leaders are aware that this is going to take investment, that this is complex, but we do need to do it of course, I'm from a security agency. Security is always at the top of mind. We need to make sure that people are planning now for what's to come. I've talked about standardized crypto and the importance of using that because from a security standpoint, again, my team has evaluated the crypto that's being standardized through NIST, the protocols. We are participating in that standards process. It's super important. On a beaucoup de ressources aussi. Il y a un groupe qui s'appelle the Canadian Forum for Digital Infrastructure Resiliency Quantum Readiness Working Group. That is a mouthful, affectionately known as SIFTR Quantum Readiness Team. And that is a team of experts, I'll say vendors, academics, government, who have come together and put together a best practices guide. So when we talk about hybrid, there's an annex that talks about hybrid and all the different things you need to consider. There's also an annex about questions to ask your vendors. Right? And that's one of the ways that you can actually make a difference in this transition worldwide is by asking those questions of your vendors. So there's resources that exist on our website. Again, we are tracking the timelines to make sure that if something does materialize that we're sharing with people so that they are ready and protected. That is part of our mandate as part of, again, the Cybersecurity Technical Authority in the government. And so we really want people to plan and to be prepared and again to know where those trusted resources are to use. My team is also available for questions and happy to engage with anybody who has specific questions on implementation. This is complex. I know Bruno and I have worked together for years now and certainly the past I'll say since August, since the actual release of the algorithm standards, things are picking up. Business leaders are really paying attention to this, and it is very, very important that we take the time to plan and get this right. We don't want people to panic. We have time, right? Based on all of the information we have access to, we have time, but we do need to work together and plan and make sure that we're prepared once this big enough quantum computer exists. Great, so that's more enthusiastic that you know that we don't panic. We do have time if we start now. Oui, yes. Absolument. Mais il faut quand même continuer à se préoccuper des autres progrès technologiques qui continuent à avancer au-delà du quantique. Et notamment, Didier, vous travaillez sur le blind computing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça permet aussi de se projeter dans ce qui va venir plus tard? Oui, merci pour la question. Je pense que c'est pertinent. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, je dirais, on a dans un monde client-serveur. C'est-à-dire que de plus en plus, nous, en tant qu'individus, en tant que compagnie, on va chercher la puissance de calcul vers des serveurs, les fameux HPC. On confie en fait nos données et les opérations sur lesquelles on veut que le serveur réalise. On les confie dans beaucoup de situations en clair. On va prendre dernièrement ce qui se passe avec ChatGPT, right? Vous tapez plein d'informations que vous avez envie que le ChatGPT vous réponde, vous reformate votre texte. Toutes ces données-là, elles partent en clair. Donc, la protection des données, de vos données, elle n'est pas là aujourd'hui, notamment en AI. Et donc, quelle réponse on peut donner à cette problématique-là pour protéger vos données personnelles? C'est ce qu'on appelle le blind computing. On va enlever le mot quantum, blind computing. Ça consiste en quoi? Ça consiste à développer en fait des protocoles sur lesquels les serveurs vont appliquer des opérations, mais des données et des opérations qui sont chiffrées. Donc, l'ordinateur ou le serveur central
n'est pas capable de connaître la donnée originale, mais il est capable de réaliser ce que vous lui avez demandé. Et donc là, on arrive à une garantie beaucoup plus élevée, quasi absolue, de vos données privées. Donc nous, on travaille sur 2 types d'algorithmes. Sur les algorithmes classiques, où on fait évoluer, en fait, on en a évoqué à plusieurs reprises, le fameux protocole de Shamir, Secret Sharing. On le fait évoluer dans une perspective de, je vais utiliser un terme anglais, mais Federated Learning au niveau de l'intelligence artificielle. Donc ça consiste en quoi, rapidement? Ça consiste à partitionner vos données AI sur plusieurs serveurs AI et dont chaque partie, le serveur AI n'a aucune connaissance de la vraie opération ou de la vraie donnée sur laquelle vous voulez appliquer l'opération d'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier volet sur lequel on travaille. Le deuxième volet, c'est le blind quantum computing. Donc, on développe des protocoles et des algorithmes qui, depuis le client jusqu'au serveur quantique, utilisent uniquement des données chiffrées. Alors, vous allez me dire, ben, comment c'est possible qu'on fasse des actions ou des opérations sur des données chiffrées? Ces algorithmes ont la capacité, justement, de mettre en place des points de vérification ou des vérificateurs qui font en sorte que le client est capable, soit en mode interactif ou soit en mode non interactif, de pouvoir constamment valider que les opérations que le serveur a effectuées et que les résultats qui lui sont fournis correspondent à ce qu'il a demandé. Donc, je pense que c'est l'avenir. Je me suis promené ce matin, on a vu plusieurs présentations. Il y a le AI qui arrive en force, qui arrive en masse, mais ce qui ressort de toutes ces présentations-là, et ce que les gens mettent en avant, c'est que notamment l'AI n'est pas protégé. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas forcément une volonté des gros joueurs sur AI aujourd'hui de protéger vos données. Alors, je pense que des solutions comme sur lesquelles on travaille, c'est vraiment une vision et c'est quelque chose qu'il faut sur lesquels travailler rapidement. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous a été imparti. Merci à tous les 4. Je crois qu'on a, en tout cas, on a essayé. Je crois qu'on a réussi à essayer de faire comprendre des choses que, comme on le disait en introduction, qui étaient peut-être un petit peu des mots difficiles, mais à les faire comprendre plus simplement, et puis surtout à vous donner les clés pour comprendre quel est le risque, comment y répondre et comment s'y préparer maintenant. Je crois que s'il faut retenir une phrase, c'est peut-être ce que vous disiez, Mélanie. On a encore le temps, à condition de commencer maintenant. Voilà. Je crois qu'on peut finir sur cette phrase. Merci beaucoup à tous les 4. Et puis évidemment, s'il y a d'autres questions, je pense que nos 4 intervenants sont disponibles évidemment pour y répondre. Merci beaucoup.